Salut les psychos, aujourd'hui donc on se retrouve ensemble pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai un intervenant qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'avoir pris le temps pour cette petite chaîne YouTube de nous rencontrer. Et donc on va revenir sur un point qui a été beaucoup discuté sur ma chaîne. Il y a de ça quelques années, donc j'ai fait une première vidéo sur le LSD pour notamment débunker certains mythes et légendes à propos de cette substance. Or, il y a certains points qui ont fait un peu débat, où certaines personnes n'étaient pas d'accord, et malgré certaines preuves scientifiques, mais qui restent en assez faible quantité sur Internet notamment, j'ai pas pu apporter autre chose. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai amené une personne travaillant dans le milieu de la santé, pour qu'elle puisse nous faire part de son expérience et qu'elle puisse nous donner son point de vue sur la question. Donc pour commencer, je pense que si vous pouvez vous présenter brièvement. Oui, bien sûr. Donc bonjour. Je suis Doriane Cassani, je suis cadre de santé, j'exerce en milieu hospitalier et je suis particulièrement chargée de formation. Et parmi les thématiques que j'aborde, j'ai une expérience, on va dire, en tout cas des connaissances en matière d'addiction. Et donc j'ai répondu à l'invitation et j'espère pouvoir vous apporter des éclairages. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Déjà, une des choses qui n'était pas sujet à discussion, mais je pense qu'il est important de rappeler, c'est surtout déjà le mécanisme par lequel fonctionne le LSD donc, lors d'une prise. Alors le LSD, c'est un produit psychotrope, donc c'est un produit qui agit sur le psychisme. On dispose de plusieurs classifications. Celle à laquelle je vais faire référence, c'est celle qu'on retrouve assez souvent, donc c'est la classification de Delay et d'Henniker. Et en fait, le LSD fait partie des psychodysleptiques, c'est-à-dire des substances qui vont modifier le psychisme et qui vont particulièrement modifier les perceptions sensorielles, auditives, en particulier visuelles. Donc c'est un produit qui va modifier notre perception de l'environnement, qui peut amener, je crois qu'on abordera après les effets recherchés souvent par les consommateurs, ou en tout cas ce qu'ils peuvent éprouver. Tous les psychotropes ont comme caractère commun d'agir sur le psychisme, donc au niveau d'une zone qui est importante, qui est la zone limbique, qui correspond à la zone du bien-être. Et alors, ils ont des mécanismes d'action. Le LSD, on ne sait pas toujours exactement comment, d'un point de vue pharmacologique, il agit, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que une fois absorbé, le passage par voie sanguine va permettre au principe actif d'atteindre les structures cérébrales et par sa composition chimique, bien sûr, puisque le LSD, c'est un produit synthétique. Contrairement à des substances hallucinogènes, comme on connaît ancestralement les champignons, certaines plantes, eh bien, il va agir sur certains centres liés qui déterminent notre vision, l'audition et entraîner des perturbations. Est-ce que c'est faux, donc si pour résumer je dis qu'il agit sur des transmetteurs et parce qu'il a une composition, parce que la molécule est différente de nos transmetteurs habituels, c'est pour ça qu'il déforme notre perception des choses? Oui. Ou est-ce que c'est une vulgarisation qui est un peu trop légère? C'est à simplifier, mais effectivement, tous les psychotropes vont vont entraver l'action de certains médiateurs chimiques, comme la dopamine, la sérotonine, qui sont des produits qui déterminent notre équilibre psychisme, qui sont importants. Et donc, alors parfois, ils peuvent augmenter les concentrations intracérébrales, ce qui fait qu'on peut ressentir un effet de bien-être. Bon, mais tous ces produits ont un côté attractif, peuvent procurer des effets positifs, mais aussi parce qu'ils vont perturber un mécanisme neurobiologique. Donc ils ont toujours une face cachée. Donc, on y reviendra un petit peu après. Donc surtout la question centrale, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont revenues suite à cette première vidéo que j'ai faite sur la transmission. Par exemple, imaginons qu'un consommateur ait pris une dose de LSD. Il existe une légende qui dit que via la transpiration ou via la salive, il est possible de transmettre les effets du LSD à une autre personne, par exemple
un ami ou à une compagne. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce fait? Alors absolument pas, parce que le produit, le principe actif, il faut qu'il atteigne les structures cérébrales. Donc il faut qu'il y ait un passage dans la circulation sanguine. En plus, c'est un produit qui est plutôt éliminé par le foie, au niveau biliaire. Donc on pourrait éventuellement retrouver dans la salive ou dans la sueur, puisqu'on peut faire la recherche de toxiques à ce niveau-là, des traces de ce produit, de ce psychotrope, mais en aucun cas un contact physique ou un contact avec de la salive ne peut provoquer chez l'autre personne, celui qui n'a pas consommé, un passage dans la circulation et des effets hallucinogènes. Alors, on est d'accord, par exemple, si quelqu'un transmet un buvard qui contient une substance par la salive, là oui, dans ce cas, ça fonctionnerait. Mais par contre, juste avec la salive seule ou la transpiration, c'est quasiment impossible. C'est impossible. La transpiration, absolument pas. La salive, c'est des produits qui, en général, le LSD, dans les pratiques de consommation, il est en général ingéré. Alors, dans les années 60-70, puisque c'est un produit qui date de l'époque hippie et qui a beaucoup été consommé à cette période-là, puisque c'est lié quand même au mouvement hippie, à la contre-culture américaine de l'époque, un produit qui a un symbolisme pour la jeunesse de l'époque, qui voulait changer le monde. Donc il y avait un côté spirituel, un côté aussi vivre des expériences pour pouvoir changer la réalité. Donc les pratiques de consommation, c'est sur un buvard ou en goutte. Donc il faut l'ingérer, il faut que ça passe dans la circulation. Et surtout, il faut qu'il soit quand même en quantité, même si c'est un produit qui au niveau des quantités est très faible, je crois que c'est en microgrammes. Oui. Par contre, on est bien d'accord qu'on ne peut pas retrouver une telle concentration dans la salive ou la transpiration. Non, en tout cas pas du tout dans la transpiration. La salive, on pourrait penser si deux personnes s'embrassent éventuellement, si la personne vient de consommer du LSD. Enfin, comme vous venez de le dire, il faut déjà des concentrations, il faut une certaine concentration pour qu'il y ait une modification des perceptions. Et alors l'effet hallucinogène, il faut que les concentrations effectivement atteignent un certain, alors c'est en microgrammes, donc il n'y a pas de risque d'être sous l'effet du produit en étant sur un contact physique et par la salive d'une autre personne. Et est-ce qu'on peut élargir ça à l'urine ou pas? Parce que là aussi, j'imagine Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà. Il faut que le produit arrive au niveau des structures cérébrales. Donc il faut qu'il y ait une absorption. Une absorption, c'est un passage dans la circulation sanguine pour que après le produit atteigne les structures cérébrales et provoque des effets. C'est différent si on fait un parallèle avec le tabagisme, puisque on sait qu'il existe un tabagisme passif, que la personne qui ne fume pas, si elle est à côté du fumeur, va absorber de la fumée, et à ce moment-là, elle va l'inhaler, cette fumée. Donc cette fumée chez le non-consommateur va arriver au niveau des alvéoles, va passer dans la circulation et va effectivement peut provoquer des effets nocifs. Mais là, c'est une ingestion, il n'y a pas de risque. Alors, il y avait un autre point où les gens n'étaient pas forcément d'accord et ont émis des commentaires assez virulents, c'est sur la transmission aux animaux. Parce que donc il arrive assez régulièrement de voir, alors déjà à l'époque, mais aussi encore actuellement, dans certains festivals où certains festivaliers protégeaient leurs animaux de personnes, par exemple, ayant consommé du LSD parce qu'ils ont peur de transmettre les effets à leurs animaux. Donc là aussi, si vous pouvez donner votre point de vue et de mon côté, je pense débunker cette légende. Il n'y a aucun risque. Autant les animaux peuvent être soumis à un tabagisme passif, idem pour le cannabis, de par la fumée, puisqu'ils aspirent l'air ambiant, donc ils vont forcément, s'ils sont à côté de fumeurs, aspirer la fumée qui est dégagée, l'aérosol tabagique, puisque dans l'aérosol tabagique, c'est là que se trouve quand même un certain nombre de substances nocives pour les voies aériennes, mais pour l'ensemble de l'organisme, puisqu'il y a des particules
qui Oui. sont cancérigènes. Mais du coup, c'est pas du tout le cas. Mais non, pas du tout, pas du tout. Après que la personne qui a un animal craigne que une personne sous l'emprise de LSD qui n'a plus le contrôle de ses actes puisse avoir des gestes. En fait, ce serait plus la compréhension de l'animal qu'elle a, ou qu'il a pour nous, qui serait modifiée parce qu'il verrait qu'on est dans un état peut-être second, plutôt que lui, en tout cas, n'aurait pas les effets. Voilà, parce que faut bien voir que le LSD modifie. Alors, LSD 25, parce que c'est la 25e molécule d'une série qui a été synthétisée par un chimiste suisse, M. Hoffmann. Et ce qui se passe, c'est que comme ça modifie, ça crée des perceptions différentes. Donc l'environnement n'apparaît plus de la même manière. Ça peut donner des hallucinations. Ça peut, hein, c'est pas. Mais donc, par exemple, l'animal en fait verrait que peut-être que la personne sous emprise agit différemment. Donc, par exemple, l'animal pourrait avoir peur si on se met à gesticuler. Ça c'est possible. Mais par contre, on ne transmet pas les effets à l'animal. Absolument pas. Absolument pas. L'animal, il n'y a pas de risque pour lui. Par contre, la personne sous l'emprise d'un produit peut très bien avoir un comportement inadapté parce que du fait des hallucinations, elle peut voir à la place du chien ou du chat voir une autre créature, et à ce moment-là, c'est possible qu'elle ait des gestes qui soient inadaptés, mais l'animal, il n'y a pas de risque de transmettre le... Parce que de toute façon, ils sont protégés aussi par leur épiderme et par leur fourrure, enfin tout. Oui, puis, déjà, ou alors il faudrait leur donner, faudrait mettre du LSD dans le lot de l'animal ou dans sa nourriture. Là, effectivement. Le LSD, il est... alors, il peut y avoir des pratiques où c'est mélangé à du tabac, éventuellement, mais c'est assez rare. Certains peuvent se l'injecter, mais on voit bien quand même qu'il faut l'incorporer dans l'organisme. Et là, en l'occurrence, en général, c'est par voie, par ingestion. D'accord, donc c'était vraiment déjà les deux points-là qui étaient assez centraux. Et donc, pour changer de sujet, pour aller sur une autre question, c'était sur donc les effets qui restent malgré tout plus axé sur le psychisme que sur le physique. C'est-à-dire que contrairement, comme on l'a dit, au tabac ou à l'alcool, le LSD en soi a peu d'effets néfastes physiques. Par contre, là, les risques majoritaires restent psychiques. Oui, alors il y a quand même toujours, dans tous les produits, il y a bien sûr des effets somatiques sur le corps, parce que tous ces produits quand même vont agir au niveau du système nerveux, ce qu'on appelle le système sympathique, parasympathique. Donc il n'y a pas d'effet de dépendance avec le LSD. Mais on sait par exemple que le LSD au niveau somatique, au niveau du corps, il provoque par exemple une dilatation de la pupille, il peut provoquer des tremblements. Après, c'est surtout des effets psychiques, puisque c'est un hallucinogène qui modifie donc, les perceptions, hein, que ce soit les perceptions visuelles, auditives, synesthésiques, c'est-à-dire qui ont à voir avec ce qu'on peut ressentir au niveau corporel. Donc la personne peut très bien avoir, c'est souvent des couleurs qui sont très accentuées, des visions en kaléidoscope. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que par exemple, contrairement à l'alcool qui va par exemple attaquer le foie ou à la kétamine qui va être aussi très mauvais pour les reins, le LSD à côté n'a pas d'impact fort sur le corps, sur le physique. Oui, si on reste sur le physique. En termes de complications aiguës, c'est le LSD, non. D'accord. Par contre, en termes de au niveau somatique, au niveau voilà. Par contre, au niveau psychique, voilà, c'est là où c'est différent. Une expérience, tout dépend quelle expérience la personne va vivre. Ça peut quand même, comme ça. À certaines doses, ça peut avoir un effet hallucinogène. Hein. Donc ça peut provoquer des états d'angoisse, de panique. Alors après, d'autres vont décrire plutôt un voyage agréable avec des sensations assez extraordinaires, agréables. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. D'accord. Alors, encore une autre petite chose, ça ne fait pas consensus, c'est donc par rapport au retour d'acide. Si vous voulez un petit peu en parler.
donner votre avis sur la question. Oui, alors moi, un avis personnel, je ne peux pas. Hein. Je peux que peut-être vous faire part de lectures professionnelles, au cours de mes formations aussi, de ce que j'ai appris avec donc des spécialistes des addictions. Quand même, beaucoup d'auteurs parlent du retour d'acide. Alors, le LSD25, la particularité, c'est que une partie du produit peut se fixer dans les tissus et il peut être relargué une fraction. Dans les tissus, si vous juste préciser, quitter la circulation, donc une partie qui va passer dans la circulation, ou plutôt si vous voulez, il y a une partie qui va passer dans la circulation par rapport à la dose consommée, il y a une partie qui va rester dans les tissus. Et cette partie qui est dans les tissus, les cellules, elle peut à un moment donné repartir de la circulation et à nouveau provoquer, donc arriver au niveau des structures cérébrales et provoquer à nouveau un voyage. Hein. Donc ça peut être un mauvais voyage, teinté d'angoisse, de panique. Donc, surtout, en gros, l'utilisateur ne décide pas en fait du moment où ça peut survenir ou de l'endroit, ça le prend un petit peu par surprise, c'est ça? Oui, ben voilà, parce que le retour d'acide, la particularité, c'est revivre une expérience qui peut être une très mauvaise expérience en dehors de toute prise de produit. Et c'est donc, ça peut être à quelques jours après, ça peut être une semaine après, ça peut être quelques mois après. Donc ça, c'est extrêmement... on peut imaginer la personne qui est dans sa voiture qui tout à coup revit une expérience antérieure. Et par contre, est-ce qu'il est aussi possible, c'est pas forcément des retours d'acide négatifs, entre guillemets, ça peut aussi, si par exemple l'utilisateur avait eu un voyage agréable, ça peut être un retour au final agréable, c'est pas forcément négatif. Alors oui, c'est pas dépend forcément de négatif, l'environnement, du moment. ça dépend. Voilà, ça peut être un voyage qui avait été agréable, comme ça peut être quelque chose de très, très pénible. Les psychodysleptiques, tous les hallucinogènes, le problème c'est que ça perturbe quand même le fonctionnement du psychisme. Donc ça peut parfois, alors c'est pas la cause d'une psychose. Ça peut la révéler, si je ne me trompe pas. Ça peut être un facteur déclenchant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres facteurs, il peut y avoir une vulnérabilité déjà au départ. Parce que, bon, donc là aussi, ça dépend quand même de l'individu. Ça peut favoriser, ou en tout cas ça peut être un élément déclencheur pour l'entrée dans une... Alors je pense qu'on pourra terminer là-dessus, c'est par rapport à l'élimination, parce que si je ne me trompe pas, donc c'est une molécule qui s'élimine assez rapidement, et donc par exemple si il est difficile de la détecter ou quoi après 2 ou 3 jours, si je ne me trompe pas. Oui, par rapport au cannabis par exemple, qu'on peut retrouver plusieurs jours après, tout dépend après... Mais du coup, pour en revenir donc, à ce qu'on a dit des retours d'acide, si une partie de la molécule est stockée quelque part, est-ce que les tests de détection ne sont pas faits à cet endroit? Non, parce que là, c'est un stockage. Donc, quand on fait une recherche, enfin, je veux dire, si on recherche dans les urines, ça veut dire que c'est métabolisé, éliminé par le rein. Okay. Donc, quand elle est stockée dans les tissus, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été encore éliminée de l'organisme. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas la détecter à ce moment-là. Voilà. Oui. D'accord, très bien. Oui. Alors je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais aborder et surtout, donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je souhaiterais rajouter que bien évidemment les effets attendus, les effets que le consommateur peut ressentir, bon, il y a toujours ce que lui il attend du produit. Bon, c'est un produit donc perturbateur qui modifie les perceptions, donc ça, après ça dépend bien évidemment de la dose qui est prise, on est bien d'accord là-dessus, et du contexte de consommation. Et de la certitude aussi du produit consommé, parce que des labos clandestins ou quoi peuvent utiliser les buvards pour vendre d'autres produits et pas forcément du LSD. Voilà, exactement. Le problème, c'est que le consommateur ne sait pas toujours ce qu'il consomme. C'est un peu le même problème avec les comprimés d'ecstasy, où on ne sait pas toujours quelle est la composition. Alors bon, c'est ce que Médecins du Monde, quand il proposait le fameux testing, c'était ça, c'était de dire attention, vous consommez, mais il faut être sûr de ce que vous consommez. Donc nous, on vous propose d'en faire une analyse. Donc c'est toujours à risque parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a exactement dans le produit qui nous est... Enfin, si la personne achète son produit par rapport où elle l'achète, et
c'est pas toujours une certitude en termes de composition. Et que tous ces produits ont deux facettes, hein. Donc c'est-à-dire une facette qui peut apporter des effets positifs, ou en tout cas vécus de manière positive, et une facette, bien évidemment, qui est cachée, puisque avant de prendre un produit, on ne sait pas trop comment on va y réagir. Et le contexte de consommation, il intervient aussi, et l'état d'esprit dans lequel la personne consomme. De récentes études parlent notamment de l'utilisation des hallucinogènes ou d'autres, vous l'avez cité, de la MDMA, dans des thérapies contre la dépression. Oui, alors, je ne sais pas trop ce qu'il... Enfin, en tout cas, le LSD, c'est un produit qui est connu déjà, LSD 25, hein, qui est connu déjà depuis un certain nombre d'années. Et dans l'histoire de ce produit, on sait que ça a été à un moment donné, on a pensé qu'on pouvait l'utiliser par rapport à des personnes qui étaient héroïnomanes comme produit justement au sevrage, aider au sevrage. On a pensé à un moment donné que ça pouvait être utilisé aussi chez les patients psychotiques. Bon, de ce côté-là, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, si on refait des études, voilà, ça on ne sait pas trop. Donc, bon, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour cette petite chaîne et d'avoir répondu à mes questions. J'espère que l'entrevue aura été agréable. Oui, merci. J'espère avoir éclairé vos auditeurs et en tout cas avoir été assez explicite dans mes... Après, s'il y a des choses qui ont été mal comprises ou quoi, c'est le but aussi de la chaîne de répondre aux commentaires et donc de clarifier ces points. Et quant à nous, on se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos sur d'autres sujets aussi. Merci à tous, à la prochaine, ciao!